bonsoir à chacun, à chacune. Donc, on va aujourd'hui partager ce moment d'échange à la fois avec voilà, quelques experts, facilitateurs dans des champs différents. Je ne sais pas si Étienne nous a rejoint. On a aussi oui, voilà, je un suis là. J'ai expert. quelques petits Voilà. problèmes de connexion, mais je suis là. Voilà, on a aussi souhaité faire venir en front office plusieurs facilitateurs experts. Donc, Étienne, on le présentera tout à l'heure. Merci, je vois que Nicolas est là, Marie-France. Et puis Jérôme est là, donc voilà, on va pouvoir aussi échanger avec Jérôme. En tout cas, merci Angelo Luzardi qui est en charge de la mission projet de territoire et grand projet. Donc, ça va vous permettre d'aborder sous cet angle ce territoire que on a envie de faire découvrir aux différents acteurs universitaires comme étant un territoire industriel à la croisée des chemins. Je rappelle que ces webinaires peuvent être utilisés et sont utilisés en replay, soit dans des actions pédagogiques ou pour les chercheurs qui vont venir mieux découvrir les territoires, et qu'ensuite, en général, Angelo, on fait un travail de débriefing avec les experts qui soit se sont exprimés, soit qui étaient présents, soit qui ont regardé en replay, voir comment voilà, on tire des fils et on met en lien des actions au niveau des différents territoires. Donc, on aura l'occasion de le faire ensemble, hein, comme on l'a fait avec la communauté de communes du Pays de Val d'Alzette, comme on va prochainement le faire avec la communauté de communes du bassin de Pompée. Voilà, donc sans plus tarder, moi j'aimerais bien que, Angelo, vous puissiez faire partager qu'est-ce qui vous a amené à ce type de fonction, d'une manière déjà, ce type de fonction au service des territoires, à cette action voilà, très ancrée hein, autour des dynamiques territoriales. Voilà, c'est venu comment? Vous avez eu quel parcours? On a des jeunes publics, ça peut être aussi intéressant quand on leur partagera la vidéo, qu'ils entendent un petit peu ce cheminement. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai eu un parcours universitaire assez rempli. J'ai fait donc le cursus de Sciences Po Grenoble. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer Sciences Po Grenoble à Bac+1, donc c'est-à-dire en deuxième année. J'ai, dès la deuxième année, dû choisir parmi les nombreuses options que proposait Sciences Po Grenoble pour un peu déjà se spécialiser. J'ai choisi la section service public parce que du fait de mon année aussi en droit et en économie à l'Université de Lorraine, donc c'est voilà, l'Université de Lorraine qui m'a permis aussi de préparer les concours de Sciences Po et de pouvoir donner la chance d'avoir les moyens de les réussir. Et c'est vrai que ben, durant cette année à la faculté de droit et d'éco en double licence, ben, pour moi, le droit était tout nouveau puisque je sortais d'une prépa BL. Donc, on était une prépa avec, pour préparer les concours post-bac, mais vraiment avec économie, culture générale, philosophie, histoire-géographie. Mais c'est vrai que l'aspect du droit était très peu présent. Et donc, j'ai apprécié les cours de droit. Je me suis dit, ben, pourquoi pas les collectivités, parce que j'avais déjà un peu une attache, une fibre territoriale. Donc, je me suis dirigé vers la section service public. Et le choix du master a été de facto une certaine logique dans la continuité de se dire, ben, je tente le master carrière publique au niveau de Sciences Po Grenoble et d'essayer d'avoir les concours administratifs et en particulier celui d'attaché territorial parce que, je le dis, par rapport à l'État, dans les collectivités, on a quand même une marge de manœuvre, de souplesse qui est assez intéressante. Hein. On l'oublie très, très souvent, mais quand même, on peut expérimenter des choses que parfois il est peu probable de faire au niveau de l'État puisque c'est vraiment très pyramidal et donc les ordres proviennent des ministères ou des directions. Là, c'est vrai que dans les collectivités, on peut expérimenter des projets, des actions.
Et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers les collectivités. Puis j'ai pu, alors, dans le cadre aussi de mon master, on devait choisir un thème de mémoire. Et moi, à l'époque, j'avais choisi le thème du Sillon lorrain. Pourquoi le Sillon lorrain? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi à Grenoble la même idée qui était en train de voir le jour. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi qui étais très attaché à ma région natale, la Lorraine, de faire un mémoire sur le sillon lorrain et sur ses impacts, sur sa dimension transfrontalière et sur aussi le travail partenarial entre collectivités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on le voit, je suis en poste, la richesse au niveau des collectivités, c'est aussi le fait de pouvoir travailler, échanger avec les territoires voisins, mettre en place des projets communs. Et quand dans mon intitulé, il y a chargé de mission, projet de territoire et grands projets, et souvent les grands projets ne dépendent pas que d'un seul territoire. Ils sont aussi à la frontière avec les territoires voisins. Et je prends par exemple l'exemple des Ports de l'Orne, où on travaille avec la communauté de communes Pays Orne-Moselle sur le réaménagement d'une ancienne friche industrielle. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai apprécié durant mon parcours les collectivités territoriales, en particulier au domaine d'études, les établissements publics de coopération intercommunale, d'où mon choix de postuler à ce poste au niveau de Rive-de-Moselle et d'essayer d'écrire avec l'ensemble des élus du territoire une nouvelle page pour son avenir. Super, merci en tout cas. Et je pense qu'on mobilisera un petit peu, on mobilisera ce parcours et ce regard particulier que vous avez sur toutes ces questions des projets territoriaux. Alors, pour vous faciliter voilà, le chemin là, d'exploration que l'on va faire ensemble et ces fils pour mettre en lien, on a plusieurs personnes. On a notamment Marie-France Gonard-Anderson qui est voilà, maître de conférence en géographie, qui est chercheur au LOTER, donc, qui est un des partenaires universitaires qui s'investit beaucoup sur ces questions territoriales au niveau du sillon et au niveau transfrontalier. Et puis, on a un petit peu varié ce soir, puisque on a un expert du milieu associatif et de la mise en place des circuits courts, voilà, qui a fait partie d'un focus group autour du port de Metz Métropole qui a été piloté sur quelques jours par le LOTER, justement. Voilà. Et puis on a toujours avec nous, je remercie Nicolas Grener, qui est aussi un expert du LOTER qui travaille sur la donnée, qui travaille sur le numérique. Et on sait aussi que voilà, vous faites partie de ces quelques territoires qui aussi travaillent ensemble, mais on y reviendra sur ces questions de la data au cœur des dynamiques de développement. Alors, dites-nous maintenant, finalement, vous étiez local de l'étape, c'est-à-dire vous êtes originaire d'où et comment vous avez atterri sur cette Comcom, comment vous la situez dans le sillon lorrain et quelles particularités vous pouvez déjà nous focaliser en présentant ce territoire? Alors, c'est vrai que alors avant, j'ai eu le concours d'attaché, donc j'ai commencé à avoir un poste, mais alors plutôt de management de proximité. C'était dans une des communes de la métropole du Grand Nancy, la deuxième ville du département de Meurthe-et-Moselle, où j'ai pu exercer les missions de responsable du service affaires scolaires et périscolaires. Donc, j'ai pu acquérir et découvrir le management de proximité. Et c'est vrai que je voulais aussi, pour ma deuxième expérience professionnelle, découvrir un autre pan au niveau administratif, c'était la gestion et la conduite de projet. Et c'est vrai que je suis tombé sur cette opportunité de l'ouverture d'un poste de chargé de mission, projet de territoire et grand projet,
au niveau du territoire de Rive-de-Moselle. Et c'est vrai qu'étant natif de Pont-à-Mousson, donc entre Metz et Nancy, dans ma jeunesse, j'ai pu aller à la fois à Metz et à la fois aussi à Nancy. Donc, je connaissais aussi bien le territoire nancéen ou le territoire messin. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est un territoire assez dynamique, avec un fort potentiel économique. Je me rappelle, j'ai une anecdote souvent jeune, quand Marc Avenue, parce que voilà, c'est la génération où Marc Avenue avait ouvert, et c'est vrai que quand on était jeune, on voulait le point de référence les week-ends pour aller faire du shopping, c'était Marc Avenue, et c'est vrai que je me suis dit, il y a de réelles opportunités. C'est un territoire riche, avec beaucoup de potentiel et beaucoup de marge de manœuvre pour agir, et ça, c'est une vraie chance que l'on a au niveau du territoire de Rive-de-Moselle, avec des élus dynamiques, moteurs, et qui ont fait le choix d'élaborer un projet de territoire. Voilà, c'était pas, la loi n'obligeait pas la communauté de communes Rive-de-Moselle à le faire, puisque c'est une aire urbaine de 50 000 habitants, avec une ville-centre de plus de 15 000. Sachant que nous, la ville-centre de la communauté de communes Rive-de-Moselle, c'est Mézières-les-Messes, et c'est environ 12 000 habitants. Donc, mais c'était aussi suite à la fusion qui avait eu lieu au 1er janvier 2014, et qui fait plutôt qui fête aujourd'hui ses 8 ans. C'était de trouver une nouvelle feuille de route, de partager une vision commune avec deux anciennes communautés de communes où il a fallu se connaître. Les élus ont dû apprendre à se connaître, à travailler ensemble, les services aussi à se restructurer. Et c'est vrai que cette feuille de route, elle est importante, puisque des défis nous attendent dans les années à venir, et en particulier un qui est assez prégnant pour le territoire et qui va s'inscrire en lien avec la région, le Sillon-Lorrain, c'est la question des mobilités. Et c'est vrai que c'est une des priorités à venir du projet de territoire, puisque les habitants, dans le cadre de la consultation, l'ont évoqué comme l'un des sujets prioritaires. Et on voit que les échanges que l'on a avec l'ensemble des maires, des élus du territoire, voilà, c'est une de leurs volontés, de voir se structurer à l'avenir des perspectives nouvelles en matière de mobilité. Alors, on est déjà assez riche en la matière. On a déjà plus de 160 Alors, on va y revenir, km. Angelo. Ah, On va oui, on va y essayer de. revenir. Voilà, on va tirer les fils les uns après les autres, Oui. même si on est sur des sujets très complexes et très liés. Finalement, en 2014, là, on est dans la création assez récente de cette dynamique à cette échelle-là. Vous étiez là en 2014? Non, alors moi, ça fait un an que je suis, un peu plus d'un an que je suis à la communauté de communes Rive-de-Moselle. Et c'est vrai que voilà, le président aime bien le rappeler, l'a rappelé récemment lors des échanges qu'on a avec les conseils, avec l'ensemble des conseillers municipaux, de dire voilà, la fusion est encore récente. Et donc, le projet de territoire, c'est véritablement le premier outil qui va pouvoir fédérer, structurer l'action de la collectivité dans les années à venir. Et c'est Voilà, à horizon 2030. Voilà, on a quelques territoires qui prennent le projet de territoire de cette manière-là, y compris des territoires périurbains ruraux comme Mademoiselle. Hein, Jean-Charles de Belly, qu'on avait il n'y a pas très longtemps, justement, a fait aussi le pas de côté pour voir comment il pouvait éclairer différemment la décision publique en tant que DG avec ses services pour faire différemment ce projet de territoire et lui donner cette dimension-là. Bon, il y aura matière, je pense, aussi à capitaliser, à échanger là-dessus. Alors, vous, quelle vision vous avez de ce qui caractérise cette Comcom? Comment vous avez perçu quand vous êtes arrivé là, ce qui le fait un peu fédérateur? Qu'est-ce qui fait qu'au-delà d'une dynamique administrative, il y a quelque chose qui se met en mouvement? Bien sûr, on voit la nécessité de structurer avec le projet de territoire pour fédérer, mais est-ce que vous en voyez ou vous avez déjà tricoté, si je puis dire, ces fils au niveau de cette dynamique territoriale? Alors, c'est vrai que la genèse récente de Rive-de-Moselle appelle à un travail aussi sur
la vision que les élus souhaitent donner de l'action communautaire. Voilà. Quelle est la vision communautaire que souhaitent les élus dans les années à venir? Et c'est vrai que c'est le projet de territoire, c'est déjà travailler sur cette vision et cette stratégie communautaire. Qu'est-ce que l'intérêt communautaire à agir? Quel travail nous devons aussi réaliser avec les territoires voisins? Et c'est vrai qu'il y a une ADN aussi commune qui est aussi ce fort potentiel économique au niveau entreprise. On a quelques chiffres, hein, mais on a par exemple plus d'emplois que d'actifs. Voilà, en 2017, on avait 25 329 emplois contre 25 161 actifs. Voilà, donc c'est… Alors, est-ce à dire, on va Angelo, si on regarde un petit peu le thème de ce focus, que la situation géographique, hein, qu'on a appelé ensemble à la croisée des chemins, est-ce que cette situation géographique a naturellement déjà permis ce premier rebond industriel qu'il y a eu vers cette reconversion autour de ce pôle logistique? Et comment aujourd'hui vous établissez un peu la situation où vous en êtes par rapport à ce rebond qui vous a amené à faire ce pôle logistique? Vous en êtes où maintenant? Vous aviez à diagnostiquer un peu l'état de ce pôle, de cette dynamique économique et industrielle. Alors c'est vrai que la logique territoriale aussi est de fait, et le territoire l'a vécu aussi dans sa réindustrialisation, puisque aujourd'hui on est confronté à une raréfaction du foncier. Voilà, les anciennes friches industrielles ont été assez vite reconverties, puisque un des atouts aussi du territoire, c'est son positionnement géographique assez exceptionnel, quand même, qui est à la croisée des chemins entre l'axe nord-sud avec la 31 et l'axe est-ouest avec l'accès à la 4. Donc c'est vrai que cet accès autoroutier a permis aussi d'attirer de nouvelles entreprises, en particulier en matière d'activité logistique. Et on le voit, hein, les principales zones d'activité sont à proximité de ces accès autoroutiers et font la force du territoire. Alors maintenant aussi, l'objectif, c'est d'avoir davantage de complémentarité, de diversité dans les activités économiques, puisque les activités logistiques aussi sont des activités qui étaient complémentaires avec les activités qui étaient déjà présentes sur le territoire métropolitain de Metz. Et nous, l'objectif est de diversifier dans les années à venir ce territoire pour ne pas dépendre que d'un seul ou de très peu secteurs d'activité. Par exemple, Précisez-nous d'ailleurs, Angelo, précisez-nous un petit peu ces pôles industriels. Alors effectivement, quand on voit Trémery, je pense que tout le monde a Peugeot en tête, mais ça. voilà, racontez-nous un petit peu ce qu'il y a comme présence industrielle et cette articulation entre votre rive droite, votre rive gauche. Voilà, parlez-nous un petit peu de l'existant avant de nous dire dans quel sens vous envisagez de cheminer. Alors, oui. Alors, on a 9 parcs d'activité qui est géré par la communauté de communes Rive de Moselle. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. On a les Jonquières, on a les Béniennes, on a Villers-Jacques, on a Valeureux-Moselle-Nord, Valeureux-Moselle-Sud. On a l'éco-parc qui est pas loin qui est à proximité de Nord-Alveneur. On a le parc artisanal Valeureux-Moselle. On a le carrefour d'activité au concours Talange, là où il y a le Marc Avenue et aussi où il y a le Leclerc. On a la zone de la Sente, où on a le Cora de Mont-de-Lange et les activités commerciales avoisinantes. On a le pôle Eurotransit. Voilà, on a un grand nombre de zones d'activité et ces zones d'activité sont déjà très très bien remplies puisque en moyenne, le taux de commercialisation est de plus de 87%. Voilà, donc c'est pas rien Alors, pour le territoire. qu'est-ce qu'il y a sur ces pôles? Donc, on voit il y a un pôle automobile. Quels sont les grands, quand on parle de logistique, comment vous
vous pourriez caractériser un peu la typologie de votre tissu industriel? Alors, on a l'automobile, on a un peu la sidérurgie, on a, donc on a au niveau de Trémery, voilà, l'implantation de PSA, donc ça, c'est un atout. On a aussi au niveau de la ville de Mézières-les-Messes, le centre de recherche ArcelorMittal Research, voilà, où on a aussi euh, des activités de services, des activités tertiaires. On a des activités aussi en termes d'innovation. Et ces dernières années, on a aussi lancé des politiques pour accueillir de jeunes entreprises et pour permettre l'installation de nouveaux talents qui souhaitent innover, investir et créer sur le territoire de Rive-de-Moselle. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. À côté des grands comptes, il y a une volonté marquée vous l'évoquiez, de diversifier, de complémentarité au niveau de ce pôle. Est-ce que là, il y a déjà des questions ou des étonnements ou des remarques à faire sur cette situation géographique particulière, cette typologie d'activité, ce rebond qui a été fait après le premier épisode industriel? Ou est-ce qu'on continue à demander à Angelo de tirer le fil et maintenant de nous dire, bon voilà, on a une situation, on a une balance des emplois intéressante. Quels sont selon vous, avec votre regard à vous, hein, au-delà de toutes les études, mais vous qui vivez le territoire peut-être avec vos tripes autant qu'avec votre cœur et votre tête. Ah, Jérôme, j'ai vu que tu Oui, levais la main. Claudine, je ne veux pas vous interrompre, mais simplement Non, une petite observation. Si on regarde la carte ici, mais avec un focus un petit peu plus large. Alors effectivement, la situation géographique de la communauté de communes Rive-de-Moselle est bien sûr idéale par rapport à ces grands axes, notamment on est sur 2 corridors européens. C'est au-delà même de la 31 et au-delà même de la ligne TGV et de la 4, ce sont vraiment des corridors européens qui sont de plus en plus denses. La deuxième chose, c'est effectivement, on est dans la zone de métropolisation du Luxembourg. Et quand on entend le maire de Metz qui évoque systématiquement pour Metz, en tout cas, que l'aire métropolitaine, c'est une aire métropolitaine Metz-Luxembourg, on est au cœur de cette aire métropolitaine, et en plus avec une disponibilité foncière qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur la métropole de Metz. Donc c'est aussi un atout tout à fait fondamental, avec tous les avantages pour des personnes qui habitent dans la zone. Je parle des personnes privées pour le coup. Elles bénéficient de toute l'attractivité d'une métropole, elles bénéficient d'un potentiel foncier, elles bénéficient aussi d'une articulation avec le Luxembourg et pour une bonne partie d'une possibilité de travailler avec le Luxembourg, avec toutes ces questions effectivement liées à la mobilité qui sont une des problématiques aujourd'hui qui est la plus importante sur laquelle on travaille bien sûr au titre du Sion à travers le Grenelle des mobilités. Quand on parle de la réalisation par exemple d'un réseau express métropolitain sur ce territoire, le réseau express métropolitain, c'est pas faire Nancy-Metz Luxembourg sans s'arrêter. C'est comment est-ce qu'on articule tous ces territoires et notamment ces territoires entre Metz et Thionville et la frontière. Et on sait que tout le travail qui est mené aussi, alors c'est pas forcément directement la Comcom, ça peut être aussi les villes intermédiaires, mais l'allongement des quais, tout ça, toute cette articulation avec les gares font que voilà, on a une conjonction d'intérêts qui sont à la fois la disponibilité foncière, la possibilité de pouvoir s'implanter, une fiscalité qui est plutôt avantageuse, même par rapport au Luxembourg, un prix d'immobilier qui est largement avantageux par rapport au Luxembourg et qui permet aussi à certains, même à des Luxembourgeois, de venir s'implanter du côté français. Et cette proximité métropolitaine, voilà, je trouve que tout ça, ça fait beaucoup d'atouts pour un territoire comme la collectivité. Merci. Nicolas René. Oui, je voulais juste préciser par rapport dans la suite de M. Marchal. Bien sûr, on est dans la zone d'attractivité du Luxembourg, mais il ne faut pas oublier que Rive-de-Moselle, c'est aussi l'unité urbaine aujourd'hui de Metz
et l'aire urbaine de Metz. Hein. Donc, on est vraiment dans un autre Oui, deux, oui, hein, entre les deux bien pôles. sûr. Oui. Voilà. C'est bien pour ça qu'on a précisé la disponibilité foncière que Metz Tout à n'a fait, pas. tout Et à donc, fait. on est vraiment dans cette aire Oui, oui, urbaine voilà. aussi de Metz. Je suis bien Voilà. d'accord. Ok, donc ça, ça permet de préciser les choses. Alors, on Oui, a c'est vrai que l'impression... j'avais oublié de le dire, hein, la problématique transfrontalière est importante pour nous aussi. Et le Luxembourg, la proximité avec le Luxembourg est un atout, mais aussi parfois un défi, parce que ça nous pose aussi des questions à avoir, des problématiques à régler. Et c'est vrai que, on va parler tout à l'heure en matière de mobilité, mais l'objectif à l'avenir en termes de mobilité, c'est de se focaliser, de faire un focus sur les deux gares qui permettront de renforcer l'attractivité, surtout, comme l'a dit M. Marchal, dans le cadre du Grenelle des mobilités, avec le réseau express métropolitain qui visera à renforcer les liaisons ferroviaires et leur timing en la matière, et ce qui permettra à des gens de prendre davantage le train tout en ayant accès après à un mode de transport collectif pour se rendre, par exemple, sur la rive droite ou bien faire utiliser des déplacements en mode doux via les pistes cyclables. Voilà. Donc, on est sur cette réflexion-là et c'est vrai que on va faire de ces gares des pôles d'échange multimodaux pour pouvoir à la fois relier la métropole messine et surtout l'aire de Thionville-Luxembourg. Jérôme, vous vouliez compléter? Non, pas Non, parce que forcément. j'ai vu la main qui reste levée. Donc... Ah, pardon, j'ai oublié de la Bon. baisser. Non, mais je peux juste dire peut-être un mot, c'est aussi où on voit les vrais enjeux. C'est que dans les stratégies des groupes, notamment par exemple le groupe, enfin, c'est pas hospitalier, c'est clinique, qui va venir s'implanter dans la Comcom, on voit c'est un véritable enjeu, c'est un choix stratégique de quitter le centre-ville de Metz pour venir ici dans ce territoire. Qui a tous les atouts dont on avait disposé, sauf que effectivement, on sait très bien que la vraie problématique qu'il y aura, et c'est pas une question d'attractivité pour le coup, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à retenir des personnels soignants quand on sait qu'on a 80% des personnels soignants qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, non, 80% des personnels soignants des hôpitaux luxembourgeois sont français et sont embauchés dans cette grande aire urbaine, dans cette grande zone d'emploi Luxembourg-Metz. Et on sait très bien que dans les dans les logiques qui sont menées par ces grands groupes, cette question est prégnante. Donc ça interroge aussi, même dans les choix stratégiques de ces groupes. Merci Jérôme. Alors ça nous permet d'enchaîner parce que si on prend les grands défis qui sont devant votre territoire, Angelo, si on regarde là dans la première partie, on voit que finalement les indicateurs sont au vert en termes d'équilibre emploi actif, en termes de mobilité, enfin de sillons et de voies d'accès, la situation par rapport à Metz, la situation par rapport à cet axe métropolitain Metz-Luxembourg. Donc voilà, on a plein d'indicateurs au vert et pour autant, si vous projetez un peu dans les enjeux, les défis qui sont en perspective, comment vous les formuleriez? Tout à l'heure, vous nous parlez de la mobilité. Alors, on parle de solutions, de gares, l'express métropolitain, on parle du projet hospitalier. Au-delà des projets, comment, pour vous formuleriez les défis qui sont actuellement prégnants dans votre Comcom? Jérôme mentionnait un défi d'attractivité pour retenir ces personnels soignants qui pourraient être tentés d'aller vers Luxembourg. Est-ce que vous avez, je pense que c'est d'actualité avec votre projet de territoire, comment vous percevez-vous, pareil, en tant qu'homme citoyen et bien sûr chef de projet, et comment vous pourriez nous formuler ces défis qui sont devant votre Comcom? Alors, c'est vrai que le territoire va connaître de nombreuses transformations, mutations dans les prochaines années. Et c'est vrai que aussi le projet, comme l'a dit M. Marchal, d'implantation du futur hôpital clinique du groupe Elzan, qui est la fusion de Notre-Dame et de... il va me revenir à Metz, et de Claude Bernard à Metz,
c'est un enjeu d'avenir pour le territoire. Et à travers ce pôle, c'est de faire un pôle de santé de référence Nord-Lorrain. Et derrière ce pôle de santé de référence Nord-Lorrain, c'est à la fois de favoriser l'implantation de nouvelles activités en lien avec l'hôpital. Et il y a plein d'activités médicales ou paramédicales qui vont se greffer suite à l'installation et à l'implantation de ce futur projet. On en voit déjà un peu la couleur et on a déjà aussi le groupe Elzan qui nous tient informés de la volonté voilà, de certains professionnels de santé de vouloir aussi s'installer pas loin ou d'avoir des permanences au sein du futur hôpital. L'objectif va être aussi de pouvoir garantir une qualité du cadre de vie aux habitants du territoire avec le développement de ce projet et le réaménagement aussi, on ne l'a pas dit, mais d'une ancienne friche industrielle au niveau de la zone industrielle du port à Talange, où le groupe Beck va lancer un certain nombre de projets pour réaménager l'ensemble du site. Donc là aussi, et c'est une problématique auxquelles les habitants sont sensibles, c'est la transition écologique et environnementale. Et là, on va être confronté à un véritable défi qui est de savoir comment on va permettre d'améliorer le cadre de vie. On le voit, hein, il y a quand même, on est au niveau on n'a pas la même qualité de vie au niveau du territoire, entre à la fois une Rive droite, rive rive gauche, gauche. Voilà, rive droite. Voilà. Rive gauche, c'est une conurbation, c'est quand même plus de 80% de la population de Rive-de-Moselle qui réside au niveau de la rive gauche. Et quand on voit, on passe de Metz, Wappy, Mézières, on va jusqu'à Richemont et on arrive au port de l'agglomération Porte-de-France et au niveau de Thionville. Et au niveau de la rive droite, où il y a quelques pôles urbains et derrière des territoires périurbains ou ruraux. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus, Angelo, je rebondis là-dessus parce que vous nous dites, c'est très intéressant, transition écologique, environnementale, bon, ça, ce sont des mots. Par contre, vous commencez à dire le sens de cette transition que nous souhaitons conduire se focalise sur cette notion de qualité de cadre de vie avec les services liés. Comment vous avez été amené à définir finalement les déterminants de ce cadre de vie qui pourrait justement à la fois contribuer à ces transitions sur ces différentes dimensions au sens impact de l'homme sur la planète et en même temps contribuer à construire un cadre de vie qui correspond à ce que à la fois les habitants existants et les cibles que vous visez puissent se retrouver dans les propositions que vous allez faire. Comment vous allez capter, vous allez chercher peut-être ces nouveaux indicateurs du cadre de vie, ou est-ce que vous partez d'un référentiel et lequel? Alors là-dessus, on a aussi un travail qui est complémentaire au niveau du projet de territoire, qui est le plan climat, air, énergie, territoire, qui a été adopté par le Conseil communautaire et qui prévoit un certain nombre de thématiques et d'actions qui en découlent. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi travailler sur les circuits courts d'approvisionnement. On aimerait bien travailler aussi sur les nouvelles formes d'énergie sur le territoire. On aimerait bien aussi favoriser les modes de déplacement en doux, et on l'a déjà fait avec une aide à l'achat de véhicules, d'un vélo à assistance électrique, où on a un grand nombre de demandes et on a eu là-dessus un vrai succès. Voilà. Progressivement, on commence aussi à se structurer pour pouvoir permettre de prendre le virage de la transition énergétique.
Donc, j'entends que le plan climat, air, énergie était l'occasion d'orchestrer un dialogue, un échange avec l'ensemble des acteurs du territoire pour faire émerger ces leviers finalement ou ces critères du cadre de vie que vous pouvez un peu valoriser en disant tiens, on a repris cette idée des modes de déplacement doux avec des aides sur le vélo électrique. Bon, je pense que tout territoire et tout ont les mêmes questions, mais que ça a été un vrai succès. Donc, vous avez un peu co-construit ces différents déterminants et vous avez utilisé le plan climat, air, énergie Énergie, pour… exactement. Avec des D'accord. indicateurs chiffrés qu'on aimerait bien atteindre, auxquels les élus se sont fixés. Par exemple, développement d'énergie verte sur le territoire, un certain seuil, encourager le photovoltaïque. On accompagne aussi les habitants à travers des aides en matière de rénovation énergétique des bâtiments et en particulier des logements. Donc là-dessus, on a aussi, ça connaît vraiment un vrai succès parce qu'on a des demandes qui sont de plus en plus nombreuses depuis ces dernières années. Donc on voit que cet aspect écologique, environnemental est important. Et après aussi la question d'aménagement. Et c'est vrai que les habitants l'ont évoqué. Ils aimeraient bien un peu plus aussi de nature en ville. Donc là aussi, on est dans une réflexion comment, au niveau de la rive gauche, on pourrait intégrer la question de la nature en ville, surtout qu'on va être confronté dans les années à venir à de plus en plus de périodes de canicule, et donc avec des îlots de fraîcheur qui permettraient voilà, aux habitants de pouvoir se rafraîchir. Et donc, ça, c'est créer voilà, des Oui, espaces verts, des espaces naturels en cœur de ville. Et il y a aussi la question des entrées et des sorties de ville. Mais on avance aussi là-dessus. Hein, dans le cadre du futur CPER, on va avoir quand même la sortie au niveau de la zone d'activité au concours Talange qui va être intégré en termes d'aménagement routier. On y travaille aussi au niveau de l'hippodrome, on appelle ça le giratoire, l'hippodrome au niveau de Semécourt, pour permettre aussi la fluidité du trafic en vue de l'installation de l'hôpital clinique. Et on veut aussi faire à travers le projet hôpital clinique, qui est un projet moderne en la matière, puisque c'est un projet aussi vertueux en matière environnementale, vu qu'il y aura un parc à l'intérieur du futur hôpital clinique. Et donc là aussi, on est en train de travailler sur cette problématique-là à travers 3 grands projets qu'on va lancer dans les prochaines années. C'est l'extension de la station d'épuration des bords de Moselle à Auconcourt, qui est quand même un projet de plus de 13 millions d'euros, sera porté par la communauté de communes Rive de Moselle, la renaturation de 2 cours d'eau, la Barche, le Feubi. Et voilà, on a aussi ces enjeux en termes d'assainissement et d'eau, sachant que on est un territoire où on a été confronté, du fait des dernières intempéries, à certaines inondations, puisqu'on s'aperçoit que il est temps de mettre aux normes aussi et d'adapter nos capacités en la matière. Alors, par rapport à cette présentation déjà des leviers que vous actionnez, il y a Étienne qui souhaitait interagir. Étienne? Oui. Oui, bonsoir. Donc, il y a plusieurs points, c'est très riche. Vous parlez du port de Talange avec des friches disponibles, donc du foncier. Vous parlez de réfléchir sur des nouvelles énergies. Donc voilà, je suis très sensible à tout ce qui est transition énergétique. Alors je voudrais vous demander si vous avez entendu parler du concept d'écologie industrielle qui peut mettre en fait en collaboration différentes entreprises sur un même site pour travailler en économie circulaire. Et je rebondis là-dessus par rapport aux nouvelles énergies dans l'hydrogène notamment. Est-ce qu'il y aurait possibilité de développer
une économie sur l'hydrogène sur le territoire. Plusieurs choses. Donc, du coup, c'est pour voilà, c'est stockage de l'électricité. Donc, ça peut aussi permettre de développer toutes les mobilités douces, enfin, pas douces, mais les mobilités électriques. Et notamment, comme vous êtes aussi bien fourni au niveau de la Moselle et au niveau de concours, notamment, la Moselle est canalisée. Peut-être plus, je ne connais pas bien votre territoire. Je peux vous soumettre une idée que j'ai, enfin une entreprise qui existe sur Paris. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Fludis et qui fait en fait qui a mis au point des petites péniches électriques. Voilà, bah merci. Vous nous avez amené une image. Merci pour la petite image. Voilà. Donc c'est des petites péniches électriques donc qui pourraient être alimentées par une source hydrogène, pourquoi pas, et qui permettent en fait de faire le lien. Là, vous êtes votre territoire est situé entre le port de Metz et le port d'Illange à Thionville. Alors je ne sais pas, je connais si le port de Talange est toujours en fonction ou pas. Mais en tout cas, ces petites péniches n'ont pas besoin de grosses infrastructures, elles peuvent se mettre à quai facilement. Elles permettent de faire en fait les derniers kilomètres, hein, puisque en fait elles ont quand même un volume bien moins important qu'une péniche, qu'une nouvelle péniche pour les grands gabarits, par exemple. Donc c'est très maniable, c'est très fluide. Ça, à Paris, ils font entre Gennevilliers et Paris-Centre. Voilà, ils font ça régulièrement. Donc ça fait, je crois, à peu près 40 km par le canal, par la Seine. Et voilà, ça permettrait non seulement d'aller plus loin par rapport au transport fluvial, parce que là, effectivement, vous n'avez pas parlé du transport fluvial pour votre commune, c'est peut-être pas adapté sans ces innovations. Mais avec ça, ça pourrait permettre voilà, vous parliez de sidérurgie d'automobile, il y a aussi une usine d'enrobé, donc tout ça, ça pourrait être éventuellement acheminé plus facilement et éviter des camions sur les routes. Et pour des choses un peu plus petites, on peut imaginer aussi de faire les derniers kilomètres jusqu'au pas de l'habitant avec des vélos cargo, c'est ce qu'ils font à Paris, et c'est assez amusant. Donc voilà, c'était une petite chose que j'avais à cœur de vous montrer pour essayer d'aller plus loin dans la transition écologique. Et j'ai une autre petite photo, merci. Donc, ah oui, vous nous montrez les vélos cargo. Donc en fait, voilà, écologie industrielle et puis effectivement cette articulation entre le fluvial et le vélo. Alors j'ai vu que votre intervention déjà a suscité d'autres questions. Je vous propose, Angelo, peut-être qu'on donne la parole à tout le monde, comme ça vous pourrez ramasser, comme on dit habituellement. Je ne sais pas, Marie-France peut-être, et puis Jérôme, et puis Nicolas après. Oui, merci Claudine. Bonsoir à tous. Donc, c'est vraiment très intéressant ces échanges sur le développement d'un hub logistique, l'émergence d'un hub logistique dans la Comcom de Rive de Moselle, et aussi concilier les exigences d'un développement durable avec des mobilités vertes. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est vrai qu'on est très bien positionné, Rive de Moselle, sur ces grands axes européens est-ouest, nord-sud, qui suscitent énormément de trafic. Je pense que les solutions, elles peuvent être trouvées au niveau local, mais en complément avec des solutions au niveau régional et sûrement international, pour essayer d'éviter certains grands flux qui vous impactent également. Alors, j'avais pensé à la Moselle, comme l'a proposé Étienne, parce que les petits bateaux, et je l'avais lu aussi dans vos rapports de la Comcom de Rive de Moselle, où vous proposiez d'insister aussi sur la Moselle, sur l'axe fluvial, l'eau que l'on peut utiliser pour essayer pas vraiment d'éviter les flux qui sont importants, parce que c'est surtout le trafic routier qui pose de gros défis, que ce soit pour les passagers, enfin pour les personnes, parce que c'est vrai qu'on est vraiment impacté par l'emploi qui se développe au Luxembourg depuis les années 90 et qui génère des flux considérables et des pressions foncières extrêmement fortes.
Donc, je pense qu'il y a un énorme travail pour concilier ces flux de personnes et les flux de marchandises, parce qu'on est sur ces grandes autoroutes nord-sud, autoroutes ferroviaires aussi. Donc, il y a des solutions qui sont proposées, mais le rôle de la Comcom, comment vous voyez cette possibilité de concilier un hub logistique qui se renforce et qui va se renforcer et mettre en place une politique de mobilité verte ou douce. Mais c'est un gros travail, je pense, qui va prendre du temps et qui va mobiliser beaucoup de personnes, sans doute. Merci Marie-France. Donc voilà 3 points. Alors Jérôme, j'ai vu tout de suite que tu levais la main hein, parce que tu vas faire le lien avec ce qui se passe globalement aux auditions. Vas-y Jérôme. Oh, on t'entend. Oui, non, j'avais pas mis le son, pardon. J'avais pas mis le son. Voilà. Oui, je disais en complément par rapport à la péniche ici qui est présentée, simplement sur comme quoi le territoire travaille beaucoup aussi sur cette question-là, puisqu'en fait le CEATEC qui est basé à Metz, et notamment son directeur, M. Jean-Luc Jacot, travaille sur la mise en place avec le groupe Stellantis de péniches hydrogène autonomes. Et l'idée, c'est d'enlever les camions et de remplacer les camions par des péniches hydrogène qui vont être construites au gabarit Freycinet, donc elles vont pouvoir utiliser à la fois les grands canaux est-ouest, mais aussi les canaux comme le canal du Rhin ou le canal des Vosges, pour relayer les usines du nord de Metz à celles de Sochaux-Mulhouse. Donc là, il y a un vrai projet industriel et écologique qui intéressera directement le territoire. Le seul point aujourd'hui noir dans cette logique, c'est que si techniquement ça fonctionne, donc il y aura la production d'hydrogène qui est nécessaire, mais ça va venir assez rapidement. C'est un problème de réglementation parce qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'une péniche autonome ne peut pas franchir les écluses. C'est interdit. Aujourd'hui, pour franchir une écluse, on est obligé d'avoir un personnel. Donc la rentabilité économique, du coup, est impactée par rapport à ça. Donc c'est aussi comme quoi, même les avancées les techniques les plus intéressantes dans les territoires peuvent se heurter encore à ce type de problème. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ça concourt aussi à la transformation des territoires, et notamment ceux comme Rive de Moselle, ici, qui sont directement implantés autour de ces grands axes, et notamment fluviaux, peuvent en tirer parti. Merci Jérôme de ce complément, c'est important, entre technologie et puis effectivement réglementation et contextualisation souvent de ces belles avancées technologiques. Nicolas, tu souhaitais aussi réagir, contribuer à cette étape. Voilà, revenir un petit peu sur vous m'entendez? Oui, j'ai oui. mis le micro, ouais. Oui. Revenir un petit peu sur les mobilités. On a vraiment beaucoup parlé au début du Luxembourg, à juste titre. Hein, Monsieur Marchal est vraiment dans une vision à large échelle, hein, à l'échelle du sillon lorrain. Mais j'ai quand même envie de redescendre un petit peu pour les rives de Moselle à une échelle un peu plus locale. Les rives de Moselle, ça reste l'aire urbaine de Metz. Hein. C'est l'unité urbaine de Metz. Donc, on a depuis 1999 cette continuité par Semécourt notamment. La limite un petit peu entre la majorité des salariés qui continuent à travailler à Metz et la majorité qui vont vers le Luxembourg, c'est plutôt au nord de Mont-de-Lange. Et c'est surtout le bassin de vie de Metz. Hein. Donc, c'est-à-dire, là, on va circuler pour le quotidien, pour les aménités urbaines. C'est donc un territoire qui participe beaucoup à l'utilisation de la voiture individuelle, hein, qui est importante sur notre conurbation Metz-Thionville. Et on se rend compte que depuis les années 90, hein, je suis de Metz, hein, donc j'ai vu Auchan se construire, j'ai vu les zones d'activité, etc. Vous avez l'hôpital qui va s'installer, vous avez de nombreuses entreprises qui vont accentuer ces mobilités entre Metz et les rives de Moselle. Il y avait une étude au niveau du SCOT, avec l'Agora notamment, qui démontrait bien ces mobilités. Et donc, je voulais savoir si vous comptiez mener une politique de collaboration avec la métropole de Metz, notamment sur le thème des transports en commun, et si cette collaboration pouvait rentrer justement dans le cadre d'un projet de territoire qui est axé sur l'environnement et qui vise justement à baisser l'utilisation de la voiture, qui est vraiment problématique dans notre conurbation. C'est cette utilisation de la voiture individuelle qui participe aux difficultés que l'on connaît aujourd'hui. Voilà.
Merci Nicolas. Finalement, pour vous aider dans cet ensemble de questions, on voit qu'il y a trois questions. La première, c'est cette émergence du hub logistique qui se renforce et en même temps cette nécessaire transformation vers des mobilités plus douces. Deuxième point, puisqu'on parle de mobilité, c'est quid de cette collaboration avec Metz Métropole. Et puis, il y a une deuxième dimension sur lequel il serait peut-être intéressant que vous répondiez, c'est cette question de l'écologie industrielle, puisque vous avez des grands pôles industriels, comment c'est amorcé et comment vous travaillez et de quelle manière ou pas sur ces ou pas. En tout cas, vous, collectivité, ce qui n'empêche pas les entreprises et les pôles de s'auto-organiser, mais est-ce que vous avez une action sur l'écologie industrielle et sur l'organisation des circuits courts? Donc voilà, il y a 3 points. On peut peut-être commencer par l'émergence du hub logistique qui se renforce et puis cette transition vers les mobilités douces. Oui, pas de souci. Alors, nous, sur le hub logistique, c'est vrai que ça a amené, on l'a vu à travers différentes études, un surcroît de trafic routier et en particulier au niveau des transports logistiques avec des poids lourds qui traversent le territoire, qui parfois utilisent les réseaux secondaires quand le réseau autoroutier de la 31. Attendez, Angelo, je vais demander aux participants de vérifier qu'ils ont bien coupé leur micro parce qu'on a des bruits de fond qui font qu'on vous entendait moins bien. Voilà. Quand le réseau quand la 31 est saturé, parfois on voit ces transports routiers se décharger sur le réseau secondaire et en particulier la départementale provenant de Talence jusqu'à la métropole Messine. L'objectif dans les années à venir, c'est essayer de diminuer cette circulation sur le territoire de Rive-de-Moselle. Et c'est aussi à travers des projets de favoriser le fret, le ferroviaire et aussi le fluvial. Et par exemple, on a un projet qui est le groupement ferroviaire du Mal-en-Bas qui va se reconvertir en groupement fluvial du Mal-en-Bas. Ça serait aussi d'utiliser la Moselle pour pouvoir aussi servir de transit de marchandises et en la matière. Donc voilà. Donc là, on est aussi sur des projets où on essaye de diversifier au maximum les modes de transport à vocation industrielle, qui ne soient plus auto-centré sur le routier, mais aussi diversifié à travers le ferroviaire et le fluvial. Alors après, au niveau fluvial, on a un projet, il est ce qu'il est, mais on a un projet de halte fluviale à Talange. Et l'objectif est à la fois de renforcer l'attractivité touristique du territoire en lien avec la cité des loisirs d'Amnéville, pour permettre à des bateaux de passage de courte durée de pouvoir amarrer et de pouvoir donc profiter du territoire et d'avoir accès à la cité des loisirs, mais aussi à l'avenir. Et là, on attend ce que vous aviez dit de péniche, on attend aussi le retour d'expérience de l'Eurométropole de Metz qui va lancer, qui va officialiser la mise à l'eau de cette péniche au niveau de Metz. Et on attend aussi de voir quels seront les retours. Le département aussi est en réflexion pour réfléchir sur la question éventuelle d'un transport fluvial dans les années à venir. Voilà. On est dans cette réflexion-là, sachant qu'il y a des problématiques qui sont encore qui doivent être réglées. Et comme l'a dit M. Marchal, il y a un certain nombre de contraintes qui sont pour le moment dissuasives et qui font en sorte que ça bloque un certain nombre de projets en la matière. Après, au niveau mobilité, alors au niveau de la démarche avec Metz Métropole. Alors avec Metz Métropole, on a une vraie relation partenariale. Les deux présidents
échange et travaille régulièrement sur un certain nombre de projets. On va travailler en termes de mobilité, on va travailler en termes de déchets aussi, traitement des déchets, avec l'Eurométropole de Metz, en particulier avec la reconversion d'Aganis. Nous, à l'époque, on était encore sur de l'enfouissement. Il y a quelques années, on est passé sur de l'incinération. Et on va tendre vers aussi un partenariat avec l'Eurométropole pour valoriser le traitement des déchets et cette filière. Après, en termes de mobilité douce, on a déjà un réseau qui est bien structuré, hein, je l'ai dit, 170 km, mais par contre, qui était à usage plutôt loisir ou tourisme. Et va essayer aussi de le rendre à usage professionnel pour que les habitants, les acteurs du territoire peuvent parcourir le territoire pour aller, pour se rendre dans une zone d'activité, pour se rendre au niveau des équipements aussi communautaires. Voilà. On va travailler aussi sur ce développement et aussi l'articulation, c'est les derniers kilomètres qui parfois sont manquants avec les territoires voisins. Que ce soit avec la CCPOM, que ce soit avec Metz Métropole, avec l'Eurométropole de Metz, par exemple, je pense, on a eu la discussion encore dans le cadre du projet de territoire avec des villes comme Nord-Walvener, Fèvres, Plénois, où malheureusement, parfois, il manque ce dernier kilomètre qui leur permettrait d'accéder à l'Eurométropole de Metz, en particulier à Wappy. Il y a une liaison aussi avec de Nord-Walvener, avec l'accès au collège de Wappy. Donc voilà, toutes ces questions-là, on s'en saisit. La communauté de communes Rive de Moselle va se doter voilà, d'un budget spécifique sur le développement des voies douces d'ici la fin du mandat, avec chaque année un montant qui sera alloué pour la réalisation de voies douces. Donc on va continuer ce travail qui a été déjà fait par le passé, et on va aussi essayer maintenant de structurer à travers la réflexion d'un transport collectif de passagers sur le territoire. Alors, pour prendre un peu la métaphore, c'est notre logo, il y a la Croix de Lorraine, ça serait la Croix de Lorraine, voilà, avec un cadencement assez régulier sur l'axe nord-sud de Richemont jusqu'à Mézières-les-Messes, et la liaison entre les deux rives, donc est-ouest, au niveau des deux pôles multimodaux que sont les gares, et après faire du transport à la demande pour articuler l'ensemble des communes du territoire de Rive-de-Moselle. Voilà vers quoi on se dessine et on se destine au niveau de la mobilité. Sur le travail partenarial, on est vraiment dans une démarche. Attends, Angelo, oui. Angelo, si tu le permets, sur ce premier point, il y a déjà deux interventions, Jérôme, et puis après Nicolas qui voudrait interagir avec toi. Jérôme ? Oui, rapidement aussi sur cette question-là, comme quoi on est aussi sur des questions tout simplement de décision politique. Si on veut faire un report de trafic du voyageur sur le train, par exemple, on a une problématique simplement de configuration, puisqu'on a deux voies sur l'ensemble du parcours, et il y a une forte confrontation entre TGV, train TER, même s'il est cadencé, et fret, avec une problématique supplémentaire, c'est quand les trains de fret qui vont arriver du Luxembourg, et notamment de Bettembourg, qui doivent descendre par cet axe, ne roulent pas la nuit, alors que le fret devrait rouler la nuit. Sauf que quand il est sur une zone comme de Toul à Dijon, il est dans un no man's land total, et dans la campagne complète, sauf à Neuchâteau, et auquel cas il n'y a pas de problème. Sauf que effectivement, dans la Lorraine du Nord, qui est la plus aujourd'hui, qui est la plus thrombosée, les trains de fret traversent des zones urbaines. Et là-dessus, je ne prends pas du tout position, hein. Mais quand on traverse effectivement des zones denses comme de Thionville jusqu'à Metz et jusqu'au sud de Metz, puisque le trajet c'est Thionville, ensuite jusqu'à Frouard, et ça passe ensuite vers Toul,
ne pas avoir des trains de fret de nuit, ça veut dire les avoir en journée, forcément. Et s'ils sont en journée, ça veut dire qu'on ne peut pas, les articuler aussi facilement qu'on le souhaiterait. Voilà. Donc là, il y a un vrai choix politique. Comment est-ce qu'on doit faire si on veut augmenter le capacitaire voyageur? Il y a un choix politique, un choix lié à cette question aussi de qualité de vie de ces zones urbaines. Nicolas, tu souhaitais aussi interagir? Oui, je souhaitais rebondir sur ce que M. Lussardi a dit quand il parle de Croix de Lorraine, lorsqu'il parle de ce réseau. Ça m'a fait penser, il y a quelques années, 3-4 ans, j'avais proposé, alors c'est juste anecdotique, j'avais proposé un train urbain qui allait irriguer l'ensemble de la conurbation Metz-Thionville, qui utilisait l'ancien réseau ferroviaire. Alors bon, pour la Gouram, pardon, c'était techniquement faisable, mais il y avait une grosse problématique avec ce train urbain. Ça irriguait vraiment. Là, vous parlez de la Croix de Lorraine, donc c'était de Metz à Thionville, c'est irrigué la vallée de la Fensch, la vallée de l'Orne, et puis rive de Moselle vraiment au centre. Problématique, c'est que ça ne permettait pas de satisfaire les mobilités en direction du Luxembourg. Donc on voit bien qu'on est quand même, le Luxembourg, c'est un élément vraiment qui accentue toute cette problématique. Et donc on est dans des questions très très complexes. On n'aurait pas le Luxembourg, alors il n'y aurait peut-être pas le dynamisme du nord de la Moselle, mais à la limite, on aurait une métropole qui attirerait finalement toutes les mobilités vers elle, ça serait Metz. Et on pourrait justement créer un transport en commun, voilà, avec les rives de Moselle qui deviendraient une forme de banlieue comme Pays-Hors-de-Moselle ou Thionville. Et on voit bien que le Luxembourg rend difficile la réponse aux problématiques des mobilités qui vont vraiment dans les deux sens. Il y a vraiment deux pôles qui compliquent les choses. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Merci Nicolas. Je vois l'incidence quasiment pédagogique de montrer que finalement un raisonnement et une question ne peut se traiter qu'à multi-échelle. Voilà, c'est ce que porte notamment la géographie et c'est intéressant. Alors peut-être Angelo, sauf si tu veux redire des choses sur cette question de mobilité, mais venir pour qu'on puisse balayer aussi l'autre volet que questionnait Étienne sur ces pôles industriels multiples que vous avez. Qu'est-ce qui se fait en matière d'écologie industrielle et de circuits courts? Est-ce que la collectivité prend un rôle particulier dans ce qui se met en place? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors là-dessus, c'est vrai que Rive de Moselle va accompagner les entreprises. Alors, nous, on a la chance aussi d'avoir un club entreprise qui permet aussi d'accompagner les entreprises, de fournir des services aux entreprises pour les aider, alors aussi à prendre le tournant, le virage écologique, mais aussi de la digitalisation, du numérique. Et c'est vrai que on a, nous, des projets, je veux citer un projet phare, c'est l'Ecopark, qui a à la fois permis de concilier une qualité de structure et d'infrastructure, liant à la fois cadre de vie et haute qualité environnementale, avec des bâtiments respectueux de l'environnement. Et c'est vrai que on est très sensible là-dessus sur permettre d'intégrer dans les nouveaux projets ou les projets d'aménagement l'aspect environnemental et l'aspect aussi récupération et valorisation des énergies vertes. Après, les entreprises, on est là aussi pour les accompagner dans leur démarche. Et par exemple, on a un gros projet dans les années à venir qui va être au niveau, M. Marchand en avait parlé, Stellantis, où on va être le territoire où il y aura le plus de batteries électriques qui seront créées dans les années à venir. Voilà. Donc ça aussi, c'est une fierté et c'est aussi un écosystème qui va s'implanter, se créer progressivement à travers la production de batteries électriques en vue de l'obligation de la réglementation européenne à se conformer au passage à l'électrique d'ici les prochaines années. Donc voilà. Donc là-dessus, on est aussi pour accompagner les entreprises dans un tournant
au niveau de l'économie verte. Et c'est vrai qu'on voit les entreprises très sensibles en la matière, avec aussi beaucoup de projets pour essayer d'attirer aussi de nouveaux secteurs d'activité, et tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment… Alors, moi, je voudrais juste te reposer une question, Angelo, si tu te permets, parce qu'on travaillait avec un focus group là, de jeunes étudiants et de jeunes compétents ce matin. Et quand on parlait du véhicule électrique, pour eux, c'était tout sauf une mobilité verte. Hein, pareil, une question d'échelle. Pour eux, à l'échelle d'une ville, ben oui, peut-être que ça améliorait la qualité de l'air, mais à une échelle plus vaste, et notamment au niveau des matériaux nécessaires à la production de la batterie, voilà, sortait un certain nombre d'études à l'appui. En tout cas, leur représentation n'était pas vraiment favorable pour situer cette mobilité comme mobilité verte. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de débat en interne? Et ça me revient, ça m'amène à finalement te poser une autre question sur ces leviers d'attractivité et la façon dont vous pensez le territoire. Vous avez un projet de territoire. Tout à l'heure, j'entendais qu'effectivement, il y avait plan climat et d'autres sujets qui vous amenaient à aller écouter les acteurs du territoire. Et puis ensuite, on voit, c'est les élus qui posent les objectifs. Il y a aussi les personnes que vous souhaitez attirer. Finalement, comment est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous réinterroger sur qu'est-ce que c'est que les mobilités vertes et douces, qu'est-ce que c'est que les impacts souhaités en matière environnementale, qu'est-ce qu'attendent finalement les nouvelles générations au niveau environnemental? Est-ce que votre collectivité commence à re-questionner, j'allais dire, les injonctions un peu générales sur ces questions environnementales ou pas? Parce que c'était une demande ce matin, les publics jeunes, toi, je te retransmets presque une question, disaient, mais bon, c'est bien, mais les collectivités pensent l'avenir avec les référentiels du passé. Toi qui es un jeune chef de projet, ça réagit comment, toi, cette question des plus jeunes étudiants? Alors, c'est vrai que nous, en la matière, on se structure aussi parce moi j'ai une collègue qui est chargée de mission développement durable et qui s'assure voilà, du pilotage, du suivi des actions du PCAET, qui travaille avec aussi la LEC du Pays Messin sur la question de rénovation énergétique et de performance énergétique, qui travaille aussi avec les acteurs sur la valorisation. Et c'est vrai que nous, on se questionne sur aussi améliorer à l'avenir nos fonctionnements aussi à travers nos déchetteries, la déchetterie du futur. On essaye de réfléchir sur une recyclerie qui pourrait être adaptée en fonction du secteur d'activité, parce que on peut faire une recyclerie, mais il y a beaucoup de domaines d'activité et aussi qui n'entrent pas en concurrence avec les projets de recyclerie des territoires voisins. C'est vrai que là-dessus, même au niveau élus ou habitants, cette problématique, il y a une prise de conscience, vraiment, de l'importance de l'aspect environnemental et de préserver nos ressources et la biodiversité. Et c'est vrai qu'on voit les acteurs très sensibles à cette question, les élus aussi, et les élus moteurs, voilà, dynamiques sur le fait de vouloir envisager autrement l'action publique. Et c'est vrai que ça a un impact important dans nos actions, dans nos projets et dans nos réflexions. C'est vrai que moi, je le remarque aussi un peu. Alors, c'est vrai que par le passé, on l'avait moins, cet angle ou ce biais de réflexion. Aujourd'hui, il s'impose. Il est inéluctable, c'est une évidence. Pour les élus, je vois, c'est une évidence. Et je vois qu'il y a eu un tournant en la matière. Et c'est vrai que on le voit sur tous les projets. Tout de suite, on parle de performance énergétique des bâtiments. On parle au niveau des activités industrielles,
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on est véritablement dans cette réflexion d'essayer d'avoir un territoire vertueux avec des acteurs qui mettent en place des actions, des dispositifs pour contribuer au respect de l'environnement. Et c'est vrai qu'on a peut-être, je parle de manière générale, en France a pris un peu de retard, mais c'est vrai que ces dernières années, je vois les collectivités se développer, et c'est même un sujet à la mode parce qu'il y a beaucoup voilà, de dispositifs, d'actions. Beaucoup de postes qui ont été ouverts dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il y a aussi, et ça c'est une réflexion, avoir un retour d'expérience entre collectivités sur ce qui se fait en la matière. Et ça, c'est ce qui manque en matière écologique. C'est vrai que je trouve que les collectivités ont mis l'accent ces dernières années sur le développement durable, mais sans pouvoir des fois analyser, identifier les impacts, les résultats. Et c'est vrai que et là aussi, il y a à avoir une réflexion avec les territoires voisins pour voir, ben, eux ont une autre façon de faire, avec une action qui a permis voilà, de valoriser les déchets, de faire du circuit court d'approvisionnement. Voilà, il faut aussi savoir s'inspirer, regarder ce que font les voisins. Et ça, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas ce travail et ce regard parfois extérieur avec les territoires voisins sur ces problématiques-là. On parle Donc beaucoup ça pourrait être typiquement un espace d'échange d'expériences entre les territoires du sillon. Exactement. De se focaliser en disant, voilà, maintenant on sait qu'on est sur des transitions nouvelles, mais il serait peut-être déjà intéressant d'échanger sur les solutions qu'on a lancées, leurs impacts, et puis comment on imagine finalement faire la manœuvre autrement, quoi. Hein? Parce qu'en fait, si j'entends ce que tu dis, on voit bien que vous êtes complètement dans cette question-là par la transition du hub logistique vers cette idée voilà, d'aller vers une transition plus douce, qui a une conscience forte sur réinventer ce cadre de vie, cet art de vivre, en préservant plus la biodiversité, en réinventant la façon aussi de construire un cadre de vie. Et puis, il y a toutes ces transitions vertueuses au niveau des pôles industriels. Donc, voilà, si j'entends ce que tu suggères, il y aurait peut-être matière à animer cet espace d'échange sur ces approches environnementales, ce qu'on a lancé comme action, leur impact, et puis comment on imagine peut-être aujourd'hui aborder les choses différemment. Avant de donner la parole à Marie-France, je voulais savoir si tu étais toujours avec nous. Je crois qu'on a un problème de connexion avec… Je suis toujours avec vous. Tu es avec nous? Bon, voilà. Oui, Ah, bah oui, voilà. Tu avais changé d'endroit sur… D'accord. Moi, je voulais juste, alors aussi, parce il a été une question sur l'économie sociale et solidaire. Et ça aussi, nous, c'est une vraie thématique. On a une vraie réflexion en la matière dans le cadre du PCAET. Et c'est vrai qu'on s'inspire aussi de ce qui a pu être fait par les terres touloises à travers leur projet de réaménagement d'une ancienne friche industrielle en matière d'économie sociale et solidaire. C'était Kléber, où ça a été, où il y a eu la création de Scope. Nous, on essaye vraiment aussi d'avoir une réflexion sur le territoire, sur l'économie sociale et solidaire. On essaie aussi d'y associer le club entreprise, d'y associer aussi les acteurs locaux. On y associe même les habitants à travers on a un temps de réunion, on va dire, on a une petite commission PCAET qui permet de suivre les actions qui en découlent et de savoir aussi quelles sont les attentes, les besoins des habitants. Et c'est vrai qu'on a aussi, par exemple, des projets sur, on pensait à la gare de Mézières-les-Messes, qui a fermé. Donc, au niveau de son accueil, la SNCF a fermé puisque la personne qui s'occupait du guichet partait en retraite. Et c'est vrai que la ville
la ville l'a repris en lien avec le PCI et a mis au premier étage des activités médicales. Donc, on a des ostéos en cabinet dentaire et au rez-de-chaussée, on essaierait de réfléchir aussi sur un Repair Café, sur un lieu aussi de convivialité, un lieu mêlant à la fois intergénérationnel et relations internationales et relations sociales. Donc voilà, donc, pour créer du lien social aussi sur un lieu qui est un lieu de vie, mais qui malheureusement aujourd'hui ne sert que de passage puisque les gens prennent le train soit pour Metz, soit en direction de Thionville et du Luxembourg. Et on aimerait bien faire vivre cette gare. Voilà, donc on y réfléchit et c'est vrai que cette problématique-là est dans nos réflexions au quotidien et dans nos réflexions dans le cadre du projet de territoire. Sur quelle vision on se donne en la matière et sur ce que l'on veut voir le jour sur le territoire de Rive-de-Moselle. Marie-France qui voulait rebondir. Oui, je voulais rebondir sur la question du partenariat avec les autres collectivités territoriales, là, qui est inévitable parce que la question des transports, elle se pose à une échelle qui doit être assez importante, hein, pas seulement à l'échelle d'une Comcom, même si cette Comcom est vaste. Donc ça, c'était effectivement un point sur lequel je voulais revenir, mais aussi le partenariat avec les entreprises, parce qu'on a insisté sur le rôle des politiques et les entreprises aussi. S'il y a un club des entreprises, qu'elles puissent participer à la recherche de solutions pour éviter qu'il y ait plus de mobilité, peut-être développer les park and ride, mais à l'échelle de la Comcom, s'il y a plusieurs lieux d'entreprise, plusieurs pôles d'entreprise en fait, essayer de regrouper les personnes qui se déplacent vers ces entreprises et les mettre sur un site peut-être sur la rive droite où il y a un peu plus de foncier et de là les amener vers les différents pôles, ce qui permettrait d'alléger le trafic routier au niveau de la rive gauche pour la Comcom. Voilà, c'était une remarque. Hein, voilà ce que ça t'inspirait. Alors, je sais pas. Je me dis, si tout est sur la rive gauche de la Moselle avec différents pôles, pourquoi ne pas imaginer, on fait des park and ride vers le Luxembourg, mais à l'échelle de la Comcom vers ces différents pôles d'entreprise. Et essayer de voir avec les entrepreneurs, avec toutes ces sociétés, puisque Rive de Moselle attire, hein, vous dites, toujours plus d'entreprises, et on comprend bien que le lieu stratégique sur l'axe Metz-Luxembourg est important, donc même s'il y a une concurrence du Luxembourg, parce qu'on parlait de la concurrence tout à l'heure pour le personnel soignant, mais je pense que la concurrence, elle se fait au niveau de tous les types de personnes avec le Luxembourg. Donc, il faut bien trouver des atouts pour que nous soyons attractifs et compétitifs, hein, et essayer d'offrir effectivement une qualité de vie qui soit meilleure, notamment pour les déplacements, parce que ça joue beaucoup dans la qualité de vie quand on passe du temps dans les bouchons sur l'autoroute, à l'entrée de Metz ou à l'entrée de certaines villes. Donc, essayer de désengorger et en réduisant le nombre de véhicules sur la route. Ça, c'est un des gros points noirs que l'on a. Hein. Par rapport à ce rapport d'étonnement que pose Marie-France, est-ce que tu souhaites interagir, Angelo? Alors, c'est vrai qu'on développe un certain nombre de choses, mais aussi on est attentif et les élus sont attentifs aussi sur la cohérence et l'équité territoriale. C'est une problématique aussi dans le cadre du projet de territoire. Et c'est vrai que les besoins ne sont pas les mêmes entre les communes, mais on a des convergences. Et on a parfois des besoins qui sont les mêmes. Et en particulier, c'est vrai, c'est la mobilité, de pouvoir désenclaver les territoires de la rive droite en ayant des voies vertes qui puissent rallier. Par exemple, il manquerait un petit tronçon pour rallier Saint-Julien-les-Metz et donc l'Eurométropole de Metz. Voilà, tous ces travaux, toute cette réflexion et les travaux qui vont être engagés permettront de faciliter le cadre de vie et aussi la mobilité des territoires de la rive droite qui pourront se rendre de manière assez simple et facile pour prendre par exemple le train à Gondange
ou à Mézières, et éventuellement aussi à l'avenir prendre le bus pour se rendre aussi au niveau des deux gares et donc éviter de prendre la voiture. Mais on doit aussi encore sécuriser certains tronçons, on doit améliorer aussi l'existant, et donc tout ça, ce sont de gros travaux avec voilà, la mobilité. Quand on met en place un schéma de déplacement, ça a plus de coûts que de recettes pour une collectivité, mais c'est vrai que c'est un enjeu où on n'a pas le droit, voilà, de se rater, puisque les acteurs voilà, attendent énormément, et les habitants attendent énormément de Rive-de-Moselle en la matière. Après, au niveau de l'accueil des entreprises, on a aussi des zones d'activité, hein, je ne l'ai pas cité, mais pas loin il y a Trémery, il y a la zone aussi pas loin d'Ennery. Et là aussi, on essaie aussi de diversifier l'installation, et on a mis en place, alors Rive-de-Moselle a développé une offre spécifique en direction des jeunes entreprises. On a mis 3 espaces d'hébergement à loyer modéré. On les a répartis de manière assez équilibrée, assez homogène sur le territoire. Et donc, à travers ces 3 espaces d'hébergement à loyer modéré et progressif, voilà, pour attirer de nouveaux talents sur le territoire. On parle aussi, et c'est un sujet qui est cher au vice-président en charge du développement économique, l'aménagement du territoire, M. Sadoko, c'est les partenariats avec Camexia au niveau du Grand Est, avec Semia pour les incubateurs et au niveau des startups d'entreprises. Donc, ces sujets-là aussi, on axe sur la formation, un territoire d'excellence, mais aussi sur la complémentarité. Et ça, c'est important. Alors, Angelo, il y a un point, il nous reste voilà, 5-6 minutes. J'aimerais bien que tu puisses, puisqu'on a parlé d'attractivité, de mobilité, d'évolution des modes de vie, que vous anticipez un peu, d'évolution des façons de travailler, comment le numérique s'invite ou pas dans votre réflexion? Est-ce que tant le numérique que la data sont vus comme des ressources qui vont contribuer à façonner ces transitions ou pas sur votre territoire? Alors là, c'est vrai qu'on a un vrai travail sur la data et sur le numérique. On l'a eu aussi, et on l'a eu déjà à travers la bibliothèque numérique, dans le dispositif du Sion-Lorrain, où la bibliothèque de Mézières a pu en bénéficier. C'est vrai que là-dessus, on a de vrais enjeux, une vraie réflexion aussi à se structurer à travers des outils de données en externe. C'est ce qui manque aussi pour faire venir de nouveaux acteurs sur le territoire. C'est aussi d'avoir de la donnée, de favoriser le numérique, la transition numérique sur le territoire. Et là, on a une vraie réflexion, puisque on a comme compétence aussi la gestion de la fibre optique. Et c'est vrai qu'on a un vrai chantier à venir en la matière. Donc, et ça, c'est aussi une interrogation qui a été partagée par de nombreuses communes sur le fait que le numérique doit être davantage développé sur le territoire. Alors, je crois que votre Comcom participe d'un premier groupe de travail là, des C'est ça. 16 EPCI autour de l'expérience de la communauté de communes de Val d'Alzette sur cette plateforme de données, en tout cas sur cette expérience d'utiliser la data comme une ressource, un levier de développement. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà en réflexion, coportées par des élus, ou voilà, où là il y a une opportunité qui se présente et vous ne savez pas encore comment vous allez la jouer? Voilà, qu'est-ce qu'il en est exactement de cet engagement de votre Codecom dans cette dynamique Nord-Lorraine? Alors, c'est vrai que sur ce sujet-là, on a un élu qui va le piloter. C'est un conseil délégué, les maires d'une petite commune, la plus petite commune d'ailleurs du territoire de Rive-de-Moselle, M. Arnaud Dumingue, qui se charge aussi d'un plan de mutualisation
au niveau du territoire de Rive-de-Moselle en lien avec les 20 communes. Et c'est vrai que dans cette réflexion, va peut-être intégrer la question des données, de la data, et à un moment aussi de se mettre en conformité sur le fait de rendre public un certain nombre de données aux citoyens. Et c'est vrai qu'on va y travailler en lien avec la démarche des 16 territoires dans l'Ain, où la communauté de communes Rive-de-Moselle est partie prenante. Voilà, on est membre de cette commission, et on a donné notre accord à la communauté de communes PO Val d'Alzette pour intégrer la démarche. Et par ailleurs, nous, on est pilote. C'est le président de l'EPCI préside le groupe de travail santé. Voilà. Donc, au niveau des 16 territoires dans l'Ain, et là-dessus aussi, on aura des défis, et le défi aussi, à un moment, sur les déserts médicaux, de savoir comment on pourra avoir le numérique au niveau de la santé. Donc, et ça, c'est aussi des réflexions avec le département pour essayer de voir comment on articule les choses. Alors, vu de l'intérieur de la Comcom, par rapport à cette question de la data, tu évoquais effectivement la culture de l'ouverture de la donnée, mais il y a aussi une autre culture fondamentale pour pouvoir entrer dans cette dynamique, c'est la mutualisation des énergies, des ingénieries en interne, un fonds de culture RGPD. Est-ce qu'au niveau de la Comcom, on a cette ouverture qui existe, ou c'est encore un travail à faire? Alors là, parce que je parlais de mutualisation, en fait, on avait un service informatique qui se structure, qui est en pleine restructuration. Et donc, on a mutualisé le service informatique de la communauté de communes avec celui de la ville-centre de Mézières-les-Messes. Je ne parlais pas de ça, Angelo. Je ne parlais pas de la mutualisation des services. Je parlais des services, les différents services avec les différentes ingénieries voilà, qui travaillent sur les différentes compétences de la Comcom. Est-ce que les services ont déjà l'habitude de travailler ensemble, de mobiliser leurs ingénieries, de partager la donnée ou c'est une culture qui est aussi une transformation de la Comcom à impulser? Alors, dans le cadre du projet de territoire, c'est que ça a permis aussi de faire le lien et de mettre beaucoup de partage d'informations entre les services et d'ingénierie aussi au niveau du portage des projets. Et c'est vrai que voilà, il y a eu des recrutements, on se structure, et on se dote aussi d'outils. euh, on a un espace commun où on met un certain nombre de documents, de données qui sont référencés. Et c'est vrai que là-dessus, ça va être aussi un des enjeux à l'avenir de le structurer davantage afin qu'il soit plus moderne et plus lisible et plus accessible en la matière. Mais c'est un vrai enjeu. Mais c'est vrai que la transversalité et les outils à venir, voilà, vont nous permettre aussi de monter en gamme. Alors, il est 19h, Angelo, c'est formidable. Hein. Finalement, tu ponctues ton propos à 19h pile. Hein. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long, mais… Voilà, non, mais c'est parfait. De toute façon, on va faire beaucoup de frustration, mais l'idée, c'est de lancer un peu des éléments de réflexion. On aura un moment d'échange et de débrief avec toi, si tu en es d'accord. On se fixera un moment et avec les experts facilitateurs pour aller dans le sens que tu évoquais, c'est impulser, amorcer, organiser, animer ces premiers éléments d'échange d'expérience avec d'autres territoires. Avant de demander à Angelo de conclure peut-être ce qu'il a envie de faire passer comme message au niveau de son expérience dans le cadre du Sillon Lorrain, est-ce que quelqu'un a envie d'évoquer ou d'apporter aussi un mot de contribution, d'ouverture plutôt que de conclusion, ou on laisse Angelo terminer? Allez, je crois que tu es plébiscité. Ah, Marie-France, oui. Ouais. Juste une phrase de conclusion, c'est que pour la Comcom de Rive-de-Moselle, comme pour d'autres, il n'y aura pas de développement économique sans mettre en place des systèmes de transport performants et durables. Donc, il faut bien essayer de concilier les deux, le hub logistique qui émerge et
et des politiques de déplacement, de mobilité verte. Voilà. Okay, donc c'est une belle problématique, voilà, tout à fait d'actualité. Exactement ça, c'était un peu mon mot de conclusion, c'est le défi à venir pour le territoire de Rive-de-Moselle, c'est assurer la transition écologique, économique et en matière de mobilité au niveau du territoire pour favoriser l'installation de nouveaux acteurs, permettre de renforcer, de maintenir notre attractivité, de maintenir une qualité du cadre de vie, parce que c'est vrai que ces dernières années, le nombre d'habitants a augmenté et on aura aussi donc des problématiques nouvelles aussi à gérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état d'esprit de Rive-de-Moselle, c'est aussi d'essayer de se décloisonner au niveau de l'action publique et d'essayer aussi de travailler énormément en interterritorialité, de voir au-delà des limites du territoire de Rive-de-Moselle avec les territoires voisins pour avoir des projets communs, pour avoir une vision commune et pour faire l'articulation sur un grand nombre de thématiques au bénéfice de l'ensemble des acteurs et des habitants du territoire. Et c'est vrai que c'est un peu la démarche aussi dans laquelle Rive-de-Moselle souhaite s'intégrer en tant que territoire associé au niveau du sillon lorrain. Et moi, je terminerai par un peu cette citation. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est vrai que ça va se vérifier dans les années à venir, où je pense que le travail partenarial avec les territoires voisins va porter ses fruits et va permettre de valoriser l'action publique territoriale. Merci Angelo pour cette citation, ce proverbe africain, et merci en tout cas pour cette conclusion. Tu portes en toi les gènes hein, de cette collaboration, donc je pense que tu vas faire partie de ces acteurs structurants de cette dynamique qui va continuer à s'impulser. Je voudrais remercier tout le monde, hein, que ce soit Marie-France, Nicolas, Jérôme, Étienne, d'avoir facilité la présentation et l'éclairage des problématiques de ce territoire en interagissant. Et puis à Corentin et Mathilde qui, comme deux pianistes, voilà, ont capitalisé toute l'information qu'on a pu échanger ce soir. Donc, elle est non seulement capitalisée, elle va être diffusable et elle va nous permettre de tisser les liens, comme tu le suggérais, Angelo, entre les différents territoires du sillon. Voilà, écoutez, il est largement l'heure de s'adonner à d'autres occupations. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À tout bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.